Je ne pensais pas que le plus beau jour de la vie de ma cousine allait devenir le début du pire cauchemar de la mienne. C'était un samedi ensoleillé, l'un de ces jours où l'on croit que rien de mauvais ne peut arriver. Ma fille Anna, 12 ans, et moi étions invités au mariage de ma cousine Élise, dans un domaine splendide à la campagne. Toute la famille était là. Les rires, les flashs des photos, les verres qui s'entrechoquaient. Tout respirait le bonheur, la légèreté. Les mariés faisaient des selfies, les enfants jouaient dans les hautes herbes, et moi, j'essayais de me détendre un peu. Ce genre d'événement me rend toujours nerveuse, mais là, je me laissais prendre au jeu. Anna, elle, était un peu plus réservée. Elle n'est pas du genre à courir partout, mais là, elle semblait vraiment ailleurs. Je l'avais surprise à plusieurs reprises en train de fixer certaines personnes avec un regard que je ne lui connaissais pas. Un mélange d'angoisse et de concentration. Mais à chaque fois que je lui demandais si tout allait bien, elle répondait « oui » sans me regarder dans les yeux. Vers 17h, juste après les vœux et les félicitations, alors que tout le monde s'affairait à faire des photos de groupe, Anna m'a agrippé la main avec une force que je ne lui connaissais pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix calme, mais urgente, « Maman, il faut qu'on parte, maintenant. » Je lui ai souri, croyant à une petite fatigue ou à un coup de chaleur. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle a juste sorti son téléphone de sa poche, l'a déverrouillé et me l'a tendu. J'ai pris l'appareil, un peu confuse, et j'ai regardé l'écran. La vidéo a commencé à jouer automatiquement. Mon cœur s'est arrêté. La première image montrait Anna, visiblement filmée à travers une vitre ou un miroir sans qu'elle ne s'en rende compte. La pièce était sombre, l'image légèrement tremblante. Et puis il y a eu cette voix, une voix d'homme, douce, presque rassurante, mais trop contrôlée. Et tout à coup, je l'ai reconnue. C'était la voix de Marc. Le marié, le nouveau mari de ma cousine Élise. J'ai senti le sang quitter mon visage, mes jambes tremblaient. Mes mains sont devenues moites instantanément. Je voulais crier, tout arrêter. Mais j'étais figée. Autour de moi, les gens riaient encore, dansaient, mangeaient des petits fours. Et moi, j'étais là, à tenir ce téléphone, à regarder l'enfer en pleine journée. Anna a serré plus fort ma main. J'ai fermé l'écran et lui ai murmuré « On s'en va ». Et c'est là que tout a basculé. Je me souviens encore du trajet jusqu'à la voiture. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait m'exploser dans la poitrine. J'essayais de ne pas courir, de ne pas alerter les autres. Mais chaque seconde me paraissait une éternité. Marc était quelque part derrière, peut-être à rire, à trinquer. Et moi, j'étais en train de découvrir qu'il avait fait quelque chose d'innommable, quelque chose à ma fille. Une fois dans la voiture, j'ai verrouillé toutes les portes. Mes mains tremblaient alors que je m'efforçais de garder mon calme pour Anna. Je lui ai dit de respirer doucement, comme si c'était pour elle. En réalité, c'était surtout moi qui étais à 2 doigts de craquer. Je n'arrivais pas à relancer la vidéo. Mes doigts glissaient sur l'écran. Anna a doucement repris le téléphone, l'a déverrouillé à nouveau et m'a tendu, l'appareil sans dire un mot. Elle avait ce regard. Un regard qu'aucun enfant ne devrait avoir. Celui de quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui a compris trop tôt. J'ai lancé la vidéo depuis le début. Cette fois, j'ai tout regardé. Du début à la fin. C'était filmé à travers une porte légèrement entrouverte. On y voyait Anna, assise sur un lit, en train de lire. Elle semblait insouciante, loin de se douter qu'elle était filmée. Puis cette voix. Toujours cette voix. Elle parlait calmement. Disait des choses comme « Regarde-moi, tu es belle comme ça. Ne le dis à personne. » Je ne comprenais pas tout. La vidéo était coupée par moments, mais l'intention, elle était là. Claire. Inacceptable. J'ai failli jeter le téléphone contre le tableau de bord, mais Anna m'a retenue. Elle a juste dit « C'est pas la seule. » Je l'ai regardée, sidérée. « Comment ça ?» Elle a haussé les épaules. Il avait d'autres vidéos. J'ai pas tout vu. Mais j'ai réussi à copier celle-là avant qu'il supprime le reste. Mon sang s'est glacé une 2e fois. Marc ne s'était pas contenté de la filmer, elle.
Il avait d'autres cibles, peut-être des enfants de la famille, peut-être des enfants encore invités à ce mariage. Je ne savais pas quoi faire, aller à la police, mais avec une seule vidéo, sans preuve concrète qu'il s'agissait bien de Marc. Et si ça se retournait contre nous? Pire, et si ça alertait Marc et qu'il décidait de s'en prendre à Anna pour de bon? Je me suis sentie impuissante, complètement paralysée. Mais au fond de moi, une autre sensation s'est mise à grandir, une chaleur, quelque chose de sourd, mais de plus en plus fort, de la rage. J'ai pris la route, sans dire où on allait. J'ai juste roulé, parce qu'à partir de ce moment-là, je n'étais plus simplement une mère. J'étais devenue une louve. Et celui qui avait osé toucher à mon enfant allait regretter chaque seconde de son existence. Je n'ai jamais eu autant de mal à conduire de ma vie. Mes mains tremblaient, mes pensées se bousculaient, et Anna, sur le siège passager, regardait la route comme si elle voulait disparaître. Elle ne disait rien. Elle n'avait pas besoin. Tout son corps exprimait la peur. Et moi, j'étais là, à essayer de garder le contrôle, alors que l'envie de hurler me brûlait la gorge. Je n'ai même pas pris la route de la maison. Je ne voulais pas risquer de rentrer. Pas tout de suite. Pas tant que je ne savais pas si quelqu'un nous suivait. Pas tant que je n'avais pas compris jusqu'où tout ça allait. J'ai roulé jusqu'à une petite aire d'autoroute, isolée, à peine éclairée. Là, j'ai coupé le moteur. Dans le silence, j'ai relancé la vidéo. Encore. Et encore. Je cherchais un détail, une preuve, quelque chose de concret qui pourrait le relier directement à ça. Je voulais entendre sa voix, son souffle, voir son ombre. J'avais besoin que mon esprit rationnel valide ce que mon instinct savait déjà, et puis je l'ai entendu. Une phrase, banalement prononcée, mais il utilisait ce mot que seul Marc emploie, petite étoile. C'est comme ça qu'il appelait Anna depuis qu'elle était bébé. Je l'ai su à ce moment-là. Il n'y avait plus de doute. C'était lui, Marc, le nouveau mari de ma cousine. Je me suis sentie envahie d'un mélange de nausée, de panique et d'une envie soudaine de le voir tomber. Mais ce sentiment était noyé dans l'impuissance. J'étais là, avec une preuve, une victime. Et pourtant, je savais que le combat ne faisait que commencer. Les monstres comme lui ne tombent pas facilement. Ils ont des amis, des apparences parfaites, des sourires bien huilés. Je me suis tournée vers Anna. « Il t'a déjà touché ?» ai-je demandé, la gorge nouée. Elle a baissé les yeux, secoué la tête. Il voulait, une fois. Mais j'ai crié. Il m'a dit que j'avais mal compris. Après, il a fait semblant d'oublier. J'ai ressenti une décharge dans tout le corps. Elle avait crié, et personne ne l'avait entendu. Le poids de ma propre ignorance m'a frappé de plein fouet. J'étais sa mère. J'aurais dû voir, comprendre, me battre plus tôt. Mais je ne pouvais pas reculer. Pas maintenant. Je lui ai promis, à cet instant, que je la protégerais, qu'il ne la toucherait plus jamais, que personne ne lui ferait de mal sans en payer le prix. J'ai pris une décision brutale. On n'en parlerait à personne. Pas encore. Pas à la famille. Pas à la police. Pas tant que je n'aurais pas trouvé comment le piéger. Parce que ce genre de salopard, il sait manipuler. Il sait faire douter. Et s'il devine qu'on sait, il disparaît. Alors ce soir-là, au lieu de rentrer, j'ai loué une chambre dans un hôtel miteux, payé en espèces. Je me suis enfermée avec ma fille. Et pendant qu'elle s'endormait, enroulée dans une couverture trop fine, moi, je regardais encore et encore cette vidéo. Pas pour comprendre, mais pour me souvenir de ce que j'allais lui faire. La nuit à l'hôtel a été longue. Je n'ai pas dormi. Pas une minute. J'étais assise dans ce fauteuil en velours élimé, à fixer l'écran de mon téléphone, à revoir la scène encore et encore, pendant qu'Anna respirait doucement sur le lit à côté. Son visage endormi semblait si paisible, et pourtant, je savais que sous cette façade, elle portait un poids bien trop lourd pour son âge. Je me suis levée à l'aube. J'ai quitté la chambre sans bruit, juste le temps d'aller acheter de quoi manger, mais aussi, surtout, de réfléchir. Je n'étais ni détective, ni experte en technologie,
Mais j'avais un instinct de mère, et à cet instant, ce que je voulais, ce n'était pas juste qu'il paie. Je voulais le détruire. Je suis allée dans un cybercafé discret où j'ai commencé à fouiller. J'ai cherché des forums, des groupes, des témoignages. Je voulais savoir comment on pouvait collecter des preuves, comment on piégeait les prédateurs sans alerter personne, et surtout, comment on ne se faisait pas avoir. En fouillant, je suis tombée sur un post qui m'a glacée. Une mère, quelque part en France, avait découvert que son propre frère abusait de sa fille. Elle avait tenté d'alerter les autorités, mais il avait nié, et faute de preuves directes, l'affaire avait été classée. Pire encore, la famille avait pris le parti du frère. La mère avait fini isolée, ruinée, et son enfant brisé. Non, pas question que ça nous arrive. J'ai noté chaque conseil. Capturer les métadonnées, sauvegarder la vidéo sur plusieurs supports, créer un compte anonyme sur le cloud, et surtout, ne pas confronter la personne sans un plan précis. Je suis retournée à l'hôtel avec une mission claire. J'ai dit à Anna qu'on allait s'installer chez une amie à moi, quelqu'un de confiance. Une ancienne collègue qui vivait seule dans une maison isolée, le genre de personne qui ne pose pas trop de questions, mais qui sait quand il faut se taire. Elle nous a ouvert ses bras comme une mère, sans exiger d'explications. Là-bas, j'ai installé un disque dur chiffré. J'ai dupliqué la vidéo. J'ai commencé un carnet, un journal de guerre, avec les dates, les heures, les moindres détails. Qui était présent au mariage, qui était proche de Marc, quels enfants étaient invités, quelles interactions il avait eues. Chaque souvenir, chaque regard que j'avais négligé avant, je le notais. J'ai aussi créé une fausse adresse, mail. Et avec elle, j'ai commencé à envoyer la vidéo à plusieurs emplacements anonymes, dans plusieurs clouds, chiffrés, en lecture seule. J'ai même programmé un envoi automatique à une association de protection de l'enfance, au cas où il m'arriverait quelque chose. Je ne voulais pas seulement me venger, je voulais que si je tombais, tout continue. Et pendant que j'écrivais tout ça, seule, dans cette chambre d'amis trop calme, une idée a germé. Et si je retournais là-bas, pas pour le confronter, non, pour l'observer, et faire en sorte qu'il me montre lui-même ce qu'il est. Je suis retournée au village 2 jours plus tard. Le mariage était terminé, les décorations retirées, et les invités étaient repartis chez eux. La fête avait laissé place au calme, à ce genre de silence qui flotte après une tornade, où tout semble normal. En surface, Marc et ma cousine, fraîchement mariés, étaient encore là, dans leur grande maison prêtée par les parents pour la lune de miel. Je savais qu'ils seraient détendus, confiants. Il pensait avoir échappé à tout soupçon. Il ignorait que j'avais tout vu, que sa victime respirait encore, et que sa prédatrice venait de rentrer. J'ai prétexté être repassée pour récupérer une veste oubliée. Ma cousine m'a accueillie avec son sourire niais de femme amoureuse, me proposant un café. Marc, lui, a mis quelques secondes à apparaître. Quand il est arrivé dans la pièce, je me suis figée. Il avait ce regard tranquille, presque jovial, celui qu'ont les monstres quand ils savent que personne ne les regarde vraiment. Et moi, j'ai souri. Il n'a rien vu. Pendant qu'il bavardait dans la cuisine, je me suis discrètement éclipsée dans le salon. J'ai fouillé du regard chaque recoin, chaque étagère. Et là, dans une boîte banale, j'ai vu une clé USB. Une petite, noire, sans étiquette. Mon instinct a hurlé. J'ai su qu'il y avait quelque chose là-dedans. Mais je ne pouvais pas la prendre sans éveiller les soupçons. Alors j'ai changé de tactique. Je suis revenue 2 jours plus tard, cette fois en mode visite familiale. Avec des viennoiseries, des sourires, des questions sur leur lune de miel, et une caméra espion dissimulée dans mon sac. Je me suis installée dans le salon avec Marc pendant que ma cousine était occupée, à l'étage. J'ai glissé la caméra en direction de la boîte et j'ai commencé à parler, à lancer des phrases banales, mais avec des sous-entendus. Des trucs du genre « Tu sais, parfois, les enfants racontent des choses.
Mais les vidéos, elles mentent pas. J'ai observé sa réaction. Il a souri, puis a haussé les épaules. Tu sais, les gosses exagèrent souvent. Ils comprennent pas tout. C'était bref, contrôlé. Mais ses yeux ont vrillé une demi-seconde. Et j'ai compris. Il avait peur. Il savait que quelque chose n'allait pas. Et ça, c'était la première fissure. En repartant, j'ai glissé un traceur GPS sous sa voiture. Ce soir-là, j'ai visionné les images de la caméra. Et j'ai pris une décision. Il était temps de frapper plus fort. Le faire paniquer. Le pousser à révéler ses caches, ses outils, ses erreurs. Mais surtout, lui faire croire qu'il n'était plus seul dans le noir. Alors j'ai écrit un email. Anonyme. Sans signature. Avec une seule phrase. Je sais ce que tu fais. Et j'ai tout. Et je l'ai envoyé. Le compte à rebours venait de commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mélange d'excitation et d'angoisse. J'ai ouvert l'application du traceur GPS et le petit point représentant la voiture de Marc s'était déplacé en pleine nuit, vers une zone boisée, en périphérie du village, à 3h42 du matin. Pourquoi sortir à cette heure-là, seul, sans prévenir personne, au beau milieu de la forêt? J'ai su. Instinctivement. Il avait paniqué. Il avait cru que quelqu'un approchait trop près de son secret. Et s'il l'avait enterré, caché, déplacé quelque chose? Peut-être cette fameuse clé USB? Ou pire, j'ai laissé Anna en sécurité chez mon ami. Et j'ai pris la route, direction cette forêt. Une zone isolée, sans circulation. L'endroit parfait pour dissimuler des horreurs. Arrivé sur place, j'ai garé la voiture à distance, coupé le moteur et marché en silence. Mon cœur battait à m'en faire mal. Chaque branche craquant, sous mes pieds me rappelait que je faisais quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais je ne pouvais pas faire marche arrière. Pas maintenant. Je me suis approchée d'un petit chemin à peine tracé, envahi par les ronces. Et là, dans une clairière couverte de feuilles mortes, j'ai vu une trace fraîche dans la terre. Une sorte de monticule léger, récemment remué. Mon sang s'est glacé. Je me suis penchée. Et sous quelques centimètres de terre humide, j'ai découvert une boîte métallique, une simple boîte à outils, fermée par un cadenas bon marché. Je l'ai prise, sans l'ouvrir. Pas ici. Trop risqué, trop exposé. Je suis repartie en tremblant. L'impression d'avoir volé un trésor, maudit. De tenir entre les mains un cœur noir prêt à éclater. Une fois rentrée chez mon ami, j'ai posé la boîte sur la table. Anna dormait. La maison était silencieuse. J'ai brisé le cadenas avec un marteau. Et quand j'ai ouvert, j'ai reculé d'un pas. Des clés USB. Une demi-douzaine. Toutes marquées par des numéros. Et un vieux téléphone, à clapet, comme ceux qu'on n'utilise plus. Il y avait aussi un carnet. Des noms, des dates, des lieux. Il n'en était pas à son coup d'essai. Et ce n'était pas juste Anna. Mon estomac s'est retourné. Il y avait là, noir sur blanc, la preuve d'un réseau personnel. Une méthode rodée. Il traquait, il approchait, il filmait. Et ensuite, il effaçait ou stockait, selon son humeur. Je n'ai rien dit à Anna ce soir-là. Comment lui dire que sa terreur n'était qu'une parmi tant d'autres, mais dans mon esprit, une idée germait. Ce n'était plus une vengeance, c'était une traque. Et j'avais dans mes mains l'arme la plus puissante, sa peur. Il avait commencé à courir, mais moi j'étais déjà à ses trousses. Ce matin-là, j'ai fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire sans préparation. J'ai regardé les contenus des clés USB. Je me suis enfermée dans une pièce, avec mon ordinateur déconnecté d'Internet. J'ai fermé les rideaux, mis des écouteurs. J'étais seule. Anna était partie faire une activité avec mon amie, et j'avais au moins 2 heures devant moi. Je tremblais déjà rien qu'à insérer la première clé. Ce que j'ai vu m'a détruite. Des dossiers, des dizaines. Tous nommés avec des codes, des initiales, parfois des dates. En ouvrant l'un d'eux, j'ai compris l'ampleur de la monstruosité. Ce n'était pas juste des vidéos d'Anna. Il y avait d'autres enfants.
des lieux différents, des maisons, des jardins, et parfois des visages connus. Certains des visages que j'ai reconnus étaient ceux de gens du village, des amis de Marc, des hommes qui avaient ri avec moi au mariage, des oncles, des pères de famille. C'était un réseau. Mais ce n'est pas le pire. Ce qui m'a glacé, c'est ce dossier intitulé « Série noire ». À l'intérieur, des séquences plus longues, plus sinistres. Certaines étaient filmées dans des lieux sombres, avec un langage codé. Il s'y passait des choses que je ne peux même pas décrire sans vomir. J'ai immédiatement commencé à tout copier. Chaque fichier, chaque image. J'ai créé une nouvelle base de données sur un disque externe, crypté, et j'ai envoyé une première archive à une association spécialisée via un canal sécurisé que j'avais trouvé sur un forum d'aide aux victimes. Mais je savais que ça ne suffirait pas. Si je voulais que la justice fasse quelque chose, il fallait plus. Il fallait piéger Marc, l'obliger à parler, le coincer avec ses propres mots, et pour ça, il me fallait un appât. J'ai décidé de me servir du vieux téléphone trouvé dans la boîte. Après quelques manipulations, j'ai découvert qu'il contenait encore des SMS. Et parmi eux, un numéro enregistré sous le nom Léo. Une conversation fragmentée, des rendez-vous, des codes. Le tout vieux de quelques semaines. J'ai pris un risque immense. J'ai envoyé un SMS à Léo. « Il faut qu'on parle. Ce que j'ai est trop risqué. Rendez-vous ce soir. » Le téléphone a vibré moins d'une minute après. 22h. Clairière. Comme avant. Pas de caméra. Mon sang s'est glacé. Je venais d'activer une bombe. À retardement. Mais j'étais prête. Cette fois, j'aurais un micro et une caméra thermique. J'allais filmer la rencontre à distance, observer, identifier et, s'il le fallait, intervenir. La nuit tombait lentement et moi, j'allais rencontrer un monstre. Il faisait nuit noire quand je suis arrivée à la clairière. Le silence était pesant, cassé seulement par le bruit de mes pas sur les feuilles humides. J'avais planqué ma voiture à plus de 500 mètres, éteint toutes les lumières, et j'étais venue à pied en suivant uniquement le signal de la caméra thermique que j'avais dissimulé dans un sac à dos. J'étais terrifiée, pas seulement à cause de ce qui allait se passer, mais à cause de ce que je pouvais découvrir. À 21h54, j'étais déjà en position, derrière une souche d'arbres massive, avec une vue directe sur le centre de la clairière. Le froid s'infiltrait sous ma veste. Chaque seconde s'étirait comme une éternité. Mon souffle formait des nuages dans l'air glacial. Puis, à 22h02, une silhouette est apparue. Un homme, grand, capuche rabattue. Il s'est arrêté au milieu du cercle, les bras croisés. Il attendait. J'ai pointé la caméra thermique. La silhouette brillait en orange, signe qu'il était bien vivant, et seul. Derrière moi, le sol craqua. Mon cœur a failli exploser. J'ai cru qu'on m'avait suivi. J'ai brandi mon poing, prête à me défendre. Mais ce n'était qu'un renard qui s'est enfui en courant. Retour à la silhouette. 2h07. Un deuxième homme est arrivé. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était Marc. Mon souffle s'est coupé. Il portait la même veste que le soir du mariage, ouverte sur un pull sombre. Il s'est approché de l'autre sans se méfier et a directement entamé la conversation. Je n'entendais rien à cette distance, mais j'enregistrais tout. La caméra thermique captait leurs gestes et un micro directionnel caché sur un tronc d'arbre voisin que j'avais placé 2 heures plus tôt capterait l'audio. C'était risqué, mais c'était ma meilleure chance. Les 2 hommes parlaient vite, gesticulaient. Marc semblait nerveux. L'autre, Léo, gardait son calme. À un moment, j'ai vu Marc sortir quelque chose de sa poche. Une petite boîte. Je l'ai su tout de suite. C'était un échange. Des preuves contre le silence. Mais je n'avais pas prévu ce qui allait suivre. Léo a sorti une arme. Une vraie. Il l'a pointée sur Marc, l'air glacial. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas juste un complice. C'était quelqu'un qui nettoyait, qui effaçait les erreurs. Et Marc venait de devenir une erreur. Je ne pouvais pas intervenir sans tout gâcher, mais je ne pouvais pas le laisser s'échapper non plus. Je me suis levée, lentement.
J'ai pointé mon laser sur la poitrine de Léo, comme si j'étais une tireuse embusquée. Et j'ai crié « Pose ton arme! Tu es filmé! Les flics sont... » En route, il a sursauté. Marc a crié. Puis tout s'est passé très vite. Léo a tiré dans les arbres. Pas vers moi, mais pour faire diversion. Et s'est enfui à toute vitesse. Marc, lui, s'est jeté au sol, tremblant, comme un gamin pris en flagrant délit. Je suis sortie de ma cachette et je l'ai regardé dans les yeux. Il savait. C'était terminé pour lui. Mais pas pour moi. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Marc était à genoux, les mains sales, le visage en sueur. Il me fixait, perdu entre la peur et la colère. Je crois qu'il pensait encore pouvoir s'en sortir. Il a tenté de parler, de nier, de retourner la situation. Mais je n'ai rien dit. Je lui ai juste montré mon téléphone. J'avais l'enregistrement, la vidéo de la rencontre, l'arme, la boîte d'échange, tout. Et quand il a compris, il a baissé la tête. Je l'ai fait marcher jusqu'à ma voiture, comme un prisonnier. Il tremblait, pas à cause du froid, mais parce qu'il savait que tout allait s'écrouler. Il a essayé de marchander. D'abord de l'argent, puis du silence. Puis, il a pleuré. Il m'a supplié. Pour lui, pour sa réputation, pour ce qu'on avait vécu ensemble. Il n'a jamais mentionné Anna. Pas une seule fois. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que je ne voulais pas seulement le voir en prison. Je voulais qu'il ressente ce que j'avais ressenti, l'humiliation, la peur, l'impuissance. Mais la justice n'est pas une ligne droite. Le lendemain, j'ai tout remis aux autorités. Le disque dur, les vidéos, les SMS, les preuves de la rencontre. J'ai même donné le téléphone contenant les échanges avec Léo. Je pensais que les choses allaient s'enclencher. Mais rien. Pas tout de suite. Pendant une semaine entière, silence radio. Puis, un appel sec. Le dossier était en cours d'étude. En attendant, aucune garde à vue, aucune interdiction. De contact, rien. Et pendant ce temps, Marc, libre, tranquille. Il continuait sa vie comme si de rien n'était. Il allait au supermarché. Il faisait des blagues à la boulangère. Il osait encore croiser des enfants dans la rue. J'étais en feu. Chaque jour sans action de la police était un affront. Une gifle à ma fille, à toutes les victimes sur ses clés USB. Alors j'ai décidé d'accélérer les choses moi-même. J'ai contacté une journaliste d'investigation, une femme qui avait déjà exposé des scandales dans le pays. Je lui ai envoyé un message anonyme, puis une copie des éléments les plus percutants, sans montrer les visages, mais en rendant l'affaire impossible à ignorer. Et elle m'a répondu en moins de 2 heures. Ce qu'elle a vu l'a bouleversée. Elle a accepté de me rencontrer dans un lieu sécurisé. Nous avons parlé toute la nuit. Elle savait comment traiter ce genre de dossier sans être poursuivie. Comment faire pression. Comment exposer les faits sans nuire aux victimes. Et elle m'a dit ces mots. Si la justice ne veut pas l'arrêter, alors on va faire du bruit. Beaucoup de bruit. C'était le début d'une guerre silencieuse. Une guerre de l'ombre, où chaque mot pouvait faire tomber un empire de silence. Où chaque seconde de vidéo pouvait retourner l'opinion publique. Marc avait cru qu'il était hors de portée. Il ne savait pas que j'étais devenue l'arme. Le reportage est sorti un jeudi matin. Pas sur les chaînes traditionnelles. Trop risqué, trop lent. La journaliste avait décidé de le publier sur une plateforme indépendante, avec une vidéo de 22 minutes, sobrement intitulée « Ceux que la justice refuse de voir ». Les premières secondes montraient des extraits floutés des preuves, des captures d'écran des échanges, des voix modifiées de victimes. Mon témoignage aussi. Ma voix avait été trafiquée, mais mes mots étaient là, clairs, incisifs, impossibles à ignorer. Et en moins d'1 heure, tout a explosé. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Le nom de Marc n'a pas été cité, mais dans notre ville, tout le monde a compris. Certains ont reconnu les lieux, d'autres, les silhouettes. Il suffisait de lire entre les lignes, d'additionner les détails. En fin d'après-midi, Marc,
avait désactivé tous ses comptes. Le lendemain matin, il n'était plus chez lui. Fuir, comme un lâche, comme s'il pouvait s'échapper. Mais le plus choquant, c'est que même après ça, les autorités ne l'avaient toujours pas arrêté. Officiellement, l'enquête était en cours. Officieusement, il subissait une pression médiatique sans précédent. Le ministère avait été interpellé. Des associations avaient lancé des appels. Et moi, je continuais à envoyer des preuves chaque jour, chaque heure. Je ne dormais plus, je vivais dans l'attente. Mais Anna, elle avait changé. Elle avait vu la vidéo, à moitié. Et même si je l'avais protégée du pire, elle avait compris que tout ça, c'était pour elle, à cause de ce qu'on lui avait fait, de ce qu'on avait volé à son enfance. Un soir, elle m'a pris la main et elle m'a dit « Tu crois que les gens vont vraiment faire quelque chose cette fois ?» J'ai menti. J'ai dit oui. Mais au fond, j'avais peur que non. Parce que dans ce pays, parfois, il faut qu'il y ait un drame, une mort, une horreur insoutenable pour que les choses bougent. Et moi, je n'étais pas prête à attendre ça. Alors j'ai fait ce que je m'étais juré de ne jamais faire. J'ai donné le vrai nom de Marc à la journaliste. Je lui ai transmis la vidéo complète de la clairière et j'ai autorisé la diffusion intégrale. Plus de flou, plus de silence. Si la justice ne voulait pas parler, alors moi, je hurlerais. La journaliste a hésité. Elle savait que c'était risqué, qu'on pouvait être poursuivi. Mais elle a vu la même chose que moi. Une institution qui fermait les yeux. 3 jours plus tard, la deuxième vidéo est sortie. Marc, larmes, les échanges, les aveux à demi-mot. Cette fois, c'était trop gros pour être ignoré. Les hashtags ont envahi Twitter. Le sujet a été repris dans les journaux, sur les plateaux. Les autorités ont dû sortir de leur mutisme. Et enfin, une alerte a été émise. Marc était officiellement recherché, mais il avait déjà disparu. Marc était officiellement en fuite. Mais je savais qu'il n'était pas parti loin. Il n'était pas ce genre de prédateur organisé avec des comptes, offshore, ou un faux passeport prêt dans un coffre. Il pensait juste pouvoir se cacher assez longtemps pour que l'orage passe. Il avait toujours fonctionné comme ça. Fuir, attendre, espérer que les gens oublient. Mais cette fois, je n'oublierai pas. Personne n'oublierait. Alors j'ai commencé à le chercher. Pas seul. En silence, un petit groupe s'était formé autour de moi. Des parents, des militants, même d'anciens amis à lui, choqués par la vérité. On partageait des infos, des pistes. On analysait ses anciens déplacements, ses habitudes, les endroits où il aurait pu se réfugier. Et un nom revenait sans cesse. Son frère. Un type discret, installé à 2 heures de route. Une maison isolée, pas de réseaux sociaux, pas d'activité publique. Personne ne l'avait vu depuis des semaines. Alors j'y suis allée. J'ai attendu la tombée de la nuit. J'ai garé la voiture loin, encore une fois. Jumelles, téléobjectif, micro directionnel. J'ai scruté la maison pendant près de 6 heures. Rien. Puis, à 3h27 du matin, une silhouette est sortie. Elle portait une casquette. Elle boitait légèrement. Elle regardait autour d'elle, comme si chaque ombre pouvait le trahir. C'était lui, je le savais, et dans cette obscurité épaisse, une seule pensée m'a traversée. Je pouvais le faire tomber. Là, maintenant. En envoyant la localisation, en appelant la journaliste, en alertant les médias. Mais ça ne me suffisait pas. Je voulais lui parler. Je voulais qu'il me voie, qu'il entende ma voix, qu'il comprenne qu'il n'était plus intouchable. Alors j'ai attendu le matin. Et à 6h12, quand le jour commençait à peine à se lever, je suis sortie de ma voiture. J'ai marché droit vers la maison, lentement, délibérément. Et j'ai frappé à la porte. 1 fois, 2 fois. La porte s'est ouverte. Marc était là, les yeux cernés, le visage fatigué, comme un fantôme. Il n'a pas parlé. Moi non plus. Je lui ai tendu un dossier. Une copie de tout ce que j'avais sur lui. Chaque preuve, chaque image, chaque mot. Une sorte de cercueil en papier pour enterrer définitivement ses secrets. « Tu n'as plus nulle part où aller », ai-je dit.
Il a voulu parler. Me supplier encore une fois. Mais j'ai sorti mon téléphone et j'ai montré l'écran. J'étais en appel vidéo avec la journaliste. Elle a enregistré tout. Et à ce moment-là, il a compris. Il n'y aurait pas de seconde chance. Ni pour fuir, ni pour mentir. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Il a simplement reculé dans l'ombre de l'entrée, les mains tremblantes, comme si mon visage était devenu une condamnation à mort. J'ai filmé. Chaque geste, chaque mot, il savait que c'était fini. Mais ce n'est pas lui que je regardais vraiment. C'était moi, la femme que j'étais devenue. Celle qui, quelques mois plus tôt, tremblait en serrant la main de sa fille dans une salle de mariage, et qui maintenant se tenait debout face à son bourreau, sans détourner le regard. La vidéo a été transmise en direct à la journaliste, mais pas diffusée tout de suite. Elle voulait d'abord s'assurer que les autorités réagiraient, qu'il n'y aurait pas d'oubli, pas de manœuvre politique pour enterrer l'affaire. Alors elle m'a dit « Donnons-leur 24 heures. » Pas plus. C'est là que tout s'est accéléré. Une voiture banalisée a été vue devant la maison du frère de Marc. 2 agents, discrets, mais visiblement nerveux. Une tension flottait dans l'air, comme un orage prêt à exploser. À 17h46, un mandat d'arrêt a enfin été exécuté. Marc a été menotté, sous l'œil des caméras qu'on avait alertées au dernier moment. Il a tenté de cacher son visage, mais c'était trop tard. Son nom, son visage, son passé, tout a été exposé. Et cette fois, les autorités n'ont pas pu faire marche arrière. Le procureur a tenu une conférence de presse. Les mots ont été lourds. Crime d'une extrême gravité. Réseau organisé. Risque de récidive élevé. Mais ce que j'ai le plus retenu, c'est cette phrase. L'intervention d'une citoyenne déterminée a permis de faire éclater la vérité. Ce jour-là, j'ai reçu des centaines de messages. Des parents, des victimes, des inconnus, des journalistes, même des policiers. Tous me remerciaient. Certains s'excusaient, même de ne pas avoir agi plus tôt. Mais moi, je ne ressentais ni fierté, ni soulagement. Juste un vide. Parce que malgré la victoire, malgré les applaudissements, une question me brûlait encore, les lèvres. Pourquoi avait-il fallu que ce soit moi ? Pourquoi n'y avait-il pas eu un système ? Une protection ? Une justice plus rapide que la peur d'une mère ? J'ai regardé Anna dormir cette nuit-là. Elle avait enfin le visage apaisé. Mais moi, je veillais. Comme toujours. Parce que ce n'était pas la fin. Marc allait être jugé. Mais il y en avait d'autres. Et maintenant que j'avais appris à frapper, je ne comptais plus me taire. Le procès s'est ouvert 6 mois plus tard. La salle était pleine. Familles, journalistes, militants, victimes. Tout le monde voulait voir Marc répondre de ses actes. Et moi, j'étais là, au premier rang, Anna juste derrière moi, trop jeune pour témoigner, mais assez forte pour être présente. Il n'a pas levé les yeux. Pas une seule fois. Durant les premières minutes, il a tenté de plaider l'incompréhension, d'accuser des failles psychologiques, des traumatismes passés, des glissements de limites. Les avocats ont joué la carte de l'inhumanité douce, celle qui veut excuser sans absoudre. Mais ils n'avaient pas prévu ce qu'on allait faire. La journaliste est venue témoigner. Elle a déroulé l'enquête, point par point, chronologiquement, inattaquable. Puis les preuves vidéo sont passées à l'écran. Le silence s'est fait dans la salle. Certains ont pleuré, d'autres ont quitté la pièce. Les jurés détournaient les yeux. Mais moi, je suis restée droite. Je voulais que le monde voie ce que j'avais vu, ce qu'Anna avait subi, ce que tant d'autres enfants avaient enduré en silence. Et surtout, je voulais qu'ils voient ce que je valais, moi, une mère que personne n'avait prise au sérieux au départ. Quand est venu le moment de ma déposition, j'ai parlé. Pas en pleurant, pas en criant, mais calmement, comme une sentence. Je lui ai dit qu'il avait volé quelque chose qu'aucun tribunal ne pourrait jamais me rendre. Mais qu'en le dénonçant, en le traquant, en l'exposant, j'avais repris quelque chose d'encore plus grand, mon pouvoir.
mon autorité, mon droit de protéger ma fille, même contre ceux que la société refuse de voir. Quand le verdict est tombé, la salle s'est figée, 30 ans ferme, sans possibilité de remise avant 20. Il n'a pas bronché. Il a baissé la tête, comme s'il disparaissait enfin, comme s'il comprenait que tout était terminé. Mais pour moi, ce n'était pas vraiment une fin. Parce qu'après le procès, d'autres mères sont venues me voir. Elles aussi avaient vu des signes, ressenti des malaises, étouffé des alertes, et elles n'avaient jamais osé parler. Alors j'ai décidé de faire plus. J'ai lancé une fondation, pour accompagner, pour défendre, pour que plus aucune femme ne soit seule face à ce cauchemar. Anna a grandi. Elle guérit. Elle rit à nouveau. Elle fait des dessins où les monstres sont petits, ridicules, écrasés par des géantes, des mères, des protectrices. Et un jour, elle m'a regardée et elle m'a dit « Tu l'as fait tomber, maman. Oui, je l'ai fait tomber. Et maintenant, je relève toutes celles qui en ont besoin. »